Série thermodynamique, première année pharmacie. Dans cet exercice, on va déterminer le volume du CO2, supposé gaz parfait, dégagé par l'être humain lorsqu'il brûle 10 grammes de sucre. Donc, ici, vous avez la réaction du métabolisme du glucose. Donc, c'est C6H12O6. Donc, ici, corrigez, c'est pas 2, c'est 6. En présence d'oxygène, ça donne le dioxyde de carbone plus l'eau, H2O. Maintenant, il faut d'abord équilibrer la réaction. On a 6 carbone ici, là, il faut multiplier par 6. Aussi, on a 12 hydrogènes, là on a 2 hydrogènes, donc fois 6, ça donne 12. Donc, et pour l'oxygène, ici on a 6 oxygènes, et là le tout c'est 8. Et là on a 6 oxygènes plus 2, ça donne 18. Donc pour avoir 18 atomes d'oxygène, là il faut multiplier par 2. Donc on peut vérifier ici que tous les atomes sont, c'est-à-dire dans la masse des atomes, dans les réactifs, est équivalente à la masse des atomes dans les produits. Maintenant, la relation qui nous intéresse, c'est par rapport au glucose. Donc voilà, c'est le glucose. Donc vous avez donc là on a 1 mol de glucose. Donc pour 1 mol dans ce métabolisme dans le corps humain, vous avez pour 1 mol de glucose, il y a 6 moles de CO2 qui est dégagé. Donc voilà la relation. La relation elle est de 1 sur 6. Donc pour déterminer le volume du dioxyde de carbone supposé comme gaz parfait, on va utiliser l'équation des gaz parfaits. PV égale N R T. Donc ici, le volume est égal à N fois R fois T sur P. Ici, le R, c'est une constante. Le T, c'est donné. Le P aussi, c'est une donnée. Il manque le N. Le N ici, il faut le recalculer. Pourquoi? Parce que on a ici, donc, dans cette relation, elle est équivalente pour 180 grammes de glucose. Donc 1 mol de glucose, elle pèse 180 grammes. Et 6 mol de CO2, c'est environ 6 fois 44 grammes de CO2. Donc faites le calcul, à peu près 268 je pense. Donc là, cette relation est équivalente pour 180 grammes. Or que nous, on a 10 grammes de sucre. Donc il faut calculer le nombre de moles équivalent aux 10 grammes de sucre. Ensuite, on va remplacer ici. Donc là, c'est par rapport aux 10 grammes. Donc ici, on a le nombre de moles de CO2 par rapport aux 10 grammes de sucre. Donc on va utiliser l'analyse dimensionnelle, le nombre de moles de CO2. Donc on démarre par les 10 grammes de sucre, de glucose, fois. Donc je sais que 180 grammes de glucose est l'équivalent à 1 mol de glucose. Voilà. Donc là, j'élimine les grammes de glucose avec grammes de glucose. Aussi, je sais que 1 mol de glucose, elle dégage 6 mols de CO2. Donc, mol de glucose, mol de glucose. Donc, si vous faites le calcul ici, vous allez obtenir le nombre de moles de CO2 par rapport aux 10 grammes de glucose. C'est-à-dire cette relation. Donc, une fois que vous faites le calcul, vous allez trouver à peu près 0,333 moles de CO2. Voilà, là c'est le nombre de moles qui est dégagé lorsqu'on consomme 10 grammes de glucose. Maintenant, on remplace cette valeur dans l'équation des gaz parfaits. Donc, vous aurez ici 0,333 mol de CO2 fois 0,082. Donc là, l'unité c'est litre, atmosphère, mol, Kelvin. Voilà, là c'est le rapport. Fois, bien sûr, ici la température c'est 37 degrés. Donc 37, la conversion du 37, donc ici la température elle est de 37 degrés Celsius. On va vérifier. Voilà, 37 degrés Celsius. Donc
on va convertir en Kelvin. Donc, en Kelvin, ça donne 37 degrés Celsius fois 1 K par rapport à 1 degré Celsius plus 273 K. Donc, ici, ça donne à la fin 310,5 K. Donc, voilà la température qu'on va utiliser dans cette équation. Donc, fois 310,5 K sur une atmosphère. On va vérifier les unités. Donc, on a ici K avec K, mol avec mol, atmosphère avec atmosphère. À la fin, on obtient le litre. Et une fois que j'ai fait, quand vous faites le calcul avec la calculatrice, vous allez trouver environ 8 à deux chiffres significatifs, 0,5 litres. Voilà le volume de CO2 dégagé si on consomme 10 grammes de sucre. Et là, c'est-à-dire 8,5 litres, c'est le volume par rapport aux 6 moles de CO2. Exercice 3. Calculer les fractions molaires ainsi que les pressions partielles des constituants d'un mélange gazeux composé de 75 moles H2 et 25 moles de N2, pris à une atmosphère et 300 K. Donc ici, tous les gaz sont supposés gaz parfait. Donc ici, la pression partielle d'un gaz parfait s'écrit de cette façon. Un gaz parfait, on va dire I est égal à XI fois la pression totale. Donc, on va déterminer la pression partielle de chaque gaz. Donc, une fois pour le N2 et une fois pour le H2. Et bien sûr, ici, d'abord, il faut calculer la fraction partielle de chaque gaz. Donc, la fraction partielle, sa relation est, donc on commence par la fraction partielle de H2, elle est égale au nombre de moles de H2 sur le nombre de moles total, c'est-à-dire NH2 plus le nombre de moles de N2. Là, on remplace, donc le nombre de moles de H2, c'est 75 moles sur la somme 75 plus 25 qui donne 100 moles. Donc la fraction molaire est sans unité qui donne 0,75. Donc la fraction molaire de H2 c'est 0,75. La même chose pour la fraction molaire de N2. Elle est égale à 0,25 sur 100, plutôt pardon, c'est 25 sur 100. Ça donne une valeur de 0,25. Voilà la fraction molaire du N2. Donc maintenant, maintenant on va calculer les fractions molaires ainsi que maintenant on va calculer les pressions partielles des constitutions d'un mélange. Donc la pression partielle du H2 est égale à 0,75 fois la pression atmosphérique. Là, la pression totale, c'est la pression atmosphérique, c'est une atmosphère. Donc ça donne 0,75 atmosphères. Et la même chose pour la pression partielle du N2 est égale à 0,25 fois une atmosphère. Ça donne 0,25 atmosphères. Voilà les pressions partielles de l'hydrogène et de l'azote dans ces conditions. Exercice 4. Calculer la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 degré la température de 1 g d'eau liquide se trouvant à 14,5 degrés Celsius sous la pression atmosphérique. Comme donnée, vous avez la chaleur spécifique de l'eau de 1 calorie par Kelvin par gramme. Donc, au départ, on a un corps, une masse d'eau qui se trouve à T1. Donc T1, c'est en Kelvin, c'est 287,65 K. Donc vous faites juste 14,5 plus 273,5, 15. On va élever la température de 1 degré pour obtenir un corps à T2, qui est égal à, c'est-à-dire on va obtenir une température finale de 288,65 K. Donc on va déterminer la quantité de chaleur nécessaire pour élever, c'est-à-dire cette température de ce corps, de 1 g de ce corps. Donc la relation de cette transformation, on va dire, physique, c'est-à-dire on a augmenté, bon c'est une transformation, on va dire, on a modifié le système, la température du système. Donc ici,
C'est-à-dire cette transformation, on peut la résumer par cette relation. La chaleur est égale à 1 Cp delta T. Voilà. Donc ici, la masse du corps, le Cp, c'est la donnée, c'est la chaleur spécifique, et delta T, c'est la différence de température. Ici, la masse, on a 1 gramme d'eau, fois le Cp, c'est 1 calorie par Kelvin par gramme moins 1, fois la différence de température. La température finale, c'est 288,65 K moins 287,65 K. Donc là, on va vérifier les unités d'abord. Donc gramme avec gramme est éliminé, Kelvin avec Kelvin est éliminé. À la fin, on aura l'unité de l'énergie. Donc ici, la différence, c'est facile, c'est pas la peine de faire le calcul avec la calculatrice. La différence, elle est de 1 degré ici, ou 1 degré Celsius ou bien de 1 K. Là, on parle de 1 K. Donc ici, ça va, le résultat, c'est 1 calorie. Voilà la chaleur qu'il faut apporter pour élever la température de 1 gramme d'eau de 1 degré Celsius. Donc voilà la chaleur qui doit être apportée. Maintenant, on nous demande de calculer cette quantité de chaleur en joules. C'est très facile. On sait que 1 calorie est égale à 4,184 joules. Donc, on multiplie 1 calorie par le facteur de conversion. Pour 1 calorie, on a 4,184 joules. Donc, ça donne la quantité de chaleur ici en joules, c'est 4,184 joules. Voilà la valeur. Exercice 5. Calculer la température finale ou bien d'équilibre lorsque 100 ml d'eau à 15 degrés Celsius sont mélangés à 100 ml d'eau à 25 degrés Celsius. La pression est constante à une atmosphère et le récipient est parfaitement calorifugé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de masse ni de chaleur avec l'extérieur. Donc, vous avez ici, on va faire juste un petit schéma de l'expérience. Vous avez de l'eau à V1 à une température 1. Donc, on va le mettre dans un grand récipient qui est calorifugé. Aussi, vous avez le deuxième récipient d'eau avec volume 2 et T2. Donc ici, vous allez aussi faire le mélange et c'est-à-dire ce récipient, il est isolé de l'extérieur. Donc ici, à la fin, vous aurez un volume total. Donc vous aurez les deux mélanges. Donc vous aurez ici 1 plus 2. Donc le volume total est égal à V1 plus V2. C'est-à-dire, on a 100 ml plus 100 ml, donc on aura 200 ml. Et la température finale, ici, la température finale, c'est la température d'équilibre. La température d'équilibre, est-ce qu'elle est égale à T1 plus T2? La réponse est non. C'est faux. C'est non. Pourquoi? Parce que la température, c'est une propriété qui est intensive. Donc, elle ne dépend pas de la matière. Par contre, le volume, c'est une propriété qui est extensive. Elle dépend de la matière. Donc, on va déterminer la température d'équilibre. La température d'équilibre, ce n'est pas évident comme le volume. On n'est pas obligé de faire un calcul spécifique, c'est facile. Par contre, la température d'équilibre, on sait que, c'est-à-dire là, on va l'obtenir à partir des échanges de chaleur. Donc, puisque ici, on a T1, 15, et l'autre, c'est 25. Donc, ici, on a T1 inférieur à T2. 15. Donc, le transfert de chaleur, il se fera de 2 vers 1. Donc, le transfert de chaleur, c'est de 2 vers 1. Pourquoi? Parce que c'est le corps chaud qui va, c'est-à-dire sa quantité de chaleur, elle va être absorbée par le corps froid. Donc, à la fin, vous avez ça. Donc, vous avez la quantité de chaleur du corps 1 qui correspond à T1 est égale, puisqu'elle est complètement absorbée plutôt elle va absorber complètement la chaleur du corps 2, donc elle va être égale à moins Q2. Donc la somme des chaleurs
est égal à 0. Donc là aussi, la quantité de chaleur échangée est égale à M, C, donc ici. Bon, il n'y a pas de données de C, parce qu'on n'aura pas besoin, CP, delta T, voilà. Donc ici, on va dire delta T par rapport à TE moins T1, voilà. Plus le même, puisque c'est le même corps, CP fois delta T est égal à 0. Là aussi, le delta T, c'est TE moins T2. Donc là, on va remplacer 1 CP plus 1 CP. Voilà. Est égal à 0. Donc là, on peut simplifier MCP avec MCP, on va les éliminer. Donc à la fin, on aura TE moins T1 plus TE moins T2. Donc à la fin, j'ai 2 TE qui est égal à T1 plus T2 et TE est égal à T1 plus T2 sur 2. Voilà la méthode de calcul. Et vous allez remplacer, vous pouvez faire en Kelvin puis revenir en degrés Celsius. L'essentiel, à la fin, vous allez trouver une température de 20 degrés Celsius. Bon, là, c'est en Celsius, parce que là, c'est en T majuscule. De préférence, il faut l'écrire en Kelvin, c'est mieux. Quand vous allez remplacer, vous allez trouver 293,15 et en degrés Celsius, ça donne θ, ça donne 20 degrés Celsius. Donc là, c'est θ, c'est pas Q. Donc là, c'est la température d'équilibre ou bien la température finale après mélange des deux corps. Exercice 6. Une masse M d'un corps pur chauffé à pression constante passe de l'état initial, donc on va dire T0, où il est solide, vers un état final où il est gazeux. Donc T final, c'est un état final où on a TV, ou bien T vaporisation. Donc on nous demande d'indiquer les différentes transformations subies par ce système. On va aussi exprimer les chaleurs mises en jeu de chaque étape, pour chaque transformation. Et enfin, on déduit l'expression de la chaleur mise en jeu entre l'état initial et l'état final, c'est-à-dire ici les chaleurs, la somme de toutes les chaleurs des transformations. Bien sûr, avec ici les données. Donc ici, on va résumer cette transformation. Donc là, vous avez un corps. Donc ici, puisque là, on a un corps de 1, d'accord, un corps pur, bien sûr. Voilà la température de fusion, la température de vaporisation, l'enthalpie de fusion et l'enthalpie de vaporisation. Donc on peut schématiser cette expérience comme suivant. Donc on va tracer un trait vertical qui représente la chaleur et la température en même temps. Donc c'est juste pour schématiser. Donc au départ, vous avez un corps. Le corps, il est solide, à une température de T0. Donc on va le chauffer. Comme ça, jusqu'à qu'il va atteindre un palier. Ce palier, c'est le palier où le corps solide devient liquide. Donc, ce palier, il correspond, donc ici la température, on va dire, elle est TF, c'est la température de fusion. Et là, vous avez l'échange de chaleur qu'on va appeler Q1. D'accord. Donc ici, le corps, là, il est solide dans ce point. Il est solide et dans ce point, il commence à être liquide. Donc ici, vous avez, on va dire, ça correspond à une chaleur, on dit chaleur de fusion, la voici. Donc là, à partir de ce point, on va encore continuer à le chauffer. Là, il est totalement liquide. Donc là, on va dire Q2. Donc ici, il est liquide. Donc là, je vais écrire la masse du corps qui est liquide. On va le faire chauffer jusqu'à atteindre un deuxième palier. Donc ce deuxième palier, là, il va commencer à se transformer en vapeur. Donc ici, vous avez liquide, vapeur. Donc là, vous avez la masse de vapeur.
Donc ce deuxième palier il correspond à une deuxième température que je vais appeler T vaporisation. Et là aussi, on a une quantité de chaleur échangée dans cette transformation à pression et température constante qu'on va appeler quantité de chaleur V. La voici. Donc vous avez ici la fusion et là vous avez la quantité de chaleur relative à la vaporisation. Ensuite, bien sûr, selon l'expérience, on va poursuivre le chauffage ici, comme ça. Donc ici, jusqu'à atteindre, on va dire, une température T. Donc voilà les schémas de transformation. Donc vous avez ici deux paliers. Donc ici, le système, la chaleur du système, elle est équivalente à la somme de toutes les chaleurs, de toutes les étapes. Donc vous avez ici Q1 plus Q de fusion plus Q2 plus la quantité de chaleur de vaporisation. Donc vous avez en tout, et bien sûr, plus la quantité de chaleur 3, puisque là on a aussi augmenté de Q3, la quantité de chaleur Q3. Donc ici, pour chaque chaleur, vous avez une expression. Donc ici, Q1, elle correspond à, donc je vais écrire ici, Q1, elle correspond à la masse du solide fois la chaleur spécifique de l'eau à l'état solide fois TF moins T0. La voici. QF, la quantité de chaleur échangée durant le palier de fusion, elle est équivalente à l'enthalpie de fusion. Pourquoi? Parce qu'on a une température et une pression constantes. Pour Q2, vous avez la masse du corps liquide fois la quantité de chaleur, ou bien la chaleur spécifique du liquide, fois, donc là vous avez TV moins TF. Ensuite, vous avez la quantité de chaleur du deuxième palier qui correspond à la quantité de chaleur de vaporisation qui est égale aussi à l'enthalpie de vaporisation car on a une température et une pression constante. Donc la V. Et enfin, Q3, puisque là on nous a dit en exercice vers un état final gazeux où T est supérieur à T vap. Donc ici vous avez T vap. Donc là c'est un état gazeux, là c'est un état à part, là c'est le gaz. Donc il correspond à une température finale T. Donc voilà, Q3 est égal à la masse de l'eau vapeur, ou bien du corps pur vapeur, fois la chaleur spécifique du vapeur, fois T moins T vap. Voilà toutes les expressions. Donc vous faites la somme de toutes ces quantités de chaleur échangées. On peut l'écrire comme ça, ici, en noir. Donc la somme de QI est égale à MS CP S TF moins T0 plus delta H F plus ML CP liquide TV moins TF, comme ça on est là, plus l'enthalpie de vaporisation plus M vapeur CP vapeur fois T moins T de vaporisation. La voici. Donc là, on a toutes ces constantes CP liquide, CP vapeur, CP solide. Vous avez la température de fusion. Donc là, ce qu'il manque, il manque juste le T0 et le T final. Donc ces deux températures, elles sont inconnues. Si vous les connaissez, vous allez juste remplacer application numérique et vous allez déterminer la valeur. Sinon, voici l'expression des quantités de chaleur échangées. Donc là, c'est la somme toute des quantités de chaleur. Donc ça, c'est les chaleurs échangées durant les transformations, les différentes transformations. Donc là, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions.